C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble. Je suis Ronéline Thibonera, à mes côtés Babel Pongo. Bonjour Madame Babel. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous abordons un sujet particulièrement préoccupant, le langage des ultimatums. Ce type de discours souvent utilisé dans des contextes diplomatiques ou juridiques a récemment pris une tournure inquiétante en République démocratique du Congo. Des groupes armés du Sud Kivu ont récemment lancé un ultimatum à une communauté spécifique, leur donnant 10 jours pour quitter la région. Un langage qui, comme vous pouvez l'imaginer, Roneli, sème la peur et la panique. Exactement Babel, c'est langage d'ultimatum qui par nature extrême et menaçant soulève de nombreuses questions. C'est par exemple comment interpréter ces types de discours, quelles en sont les conséquences sur les communautés ciblées et sur la cohésion sociale et surtout comment éviter d'en arriver à de telles extrémités. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier est Michel Bissakiboul, il est professeur à l'université de Kinshasa, également secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un centre de recherche en sciences sociales, administratives et politiques. Bonjour Michel Bissa et merci d'être là. Merci beaucoup Madame la journaliste, bonjour à vous aussi, aux auditeurs de la Radio Okapi et à Maître Edouard Manessa. Merci. Notre deuxième invité est Gloire Manessa, avocat et porte-parole de l'ONG Action Citoyenne de lutte contre les discours de haine. Bonjour Gloire Manessa et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Relly, merci beaucoup. Merci à vous. Afin de plonger dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch radiophonique. La scène se déroule dans un cadre universitaire avec des étudiants qui lancent un ultimatum à certains de leurs camarades pour quitter le campus. On écoute cela et puis nous allons en reparler. Et vous là, vous faites encore quoi ici au campus Nous ne sommes pas Miki, mais oui. Pourquoi devrions-nous donc pas être ici? C'est aussi notre campus, écoutez, que je sache. Vous feriez mieux de bouger tout de suite du campus. Pardon? Non, oui. Pourquoi? Tant qu'il y a encore le qu'est-ce qui est possible, s'il vous plaît. Et pourquoi donc? Je comprends pas. T'as pas vu le message dans le groupe WhatsApp? Non. On vous a donné 24 heures pour quitter le campus. Ce message toi et tous les étudiants de ta communauté. Regarde, je l'ai vu ce message. Et alors? J'ai vu ce message de merde et je m'en tape. Quoi? Tchénani? Mais vous vous prenez pour qui pour nous lancer un ultimatum? Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Je te rappelle que vous êtes des simples étudiants comme nous, hein. Donc arrêtez un peu. Donc tu crois qu'on rigole là? Bon, attends, oui. Les gars. Oui. Puis ça. On est là. Bon, il y a que ce farfelu de Mbouyi veut nous chasser. Mais pourquoi? Oui, il veut nous chasser. Et captez bien ça, hein. On reste là, c'est aussi notre campus. Oui, on reste ici. On a tous le droit d'étudier et on se laisse pas faire. Personne ne va quitter ici. Personne ne va quitter. On vous a donné 24 heures pour quitter le campus, toi et tous les autres étudiants de ta communauté. Martel, l'un des personnages, professeur Michel Bissakiboul, de manière générale, comment peut-on définir un ultimatum? Merci beaucoup. On peut considérer évidemment un ultimatum comme des mots qui menacent à la fois l'unité et qui fixent une échéance au-delà de laquelle, si vous ne vous soumettez pas à la volonté du lanceur de l'ultimatum, vous risquez des conséquences graves, y compris sur votre vie. L'ultimatum, c'est un discours qui généralement porte une intimidation qui va au-delà de la parole. Ce sont en fait des actes de guerre symbolique, des tentatives d'imposer une vérité unique, de loger la peur ou la suprématie dans le cœur. Alors la particularité des ultimatums,
c'est qu'il participe à un climat de peur, fragilise l'autorité, quelle qu'elle soit, ça peut être l'autorité parentale de la société, de l'État, des autorités universitaires, mais surtout l'ultimatum crée un fossé entre les communautés locales, les communautés qui sont censées vivre ensemble, et enracine les discours de haine et des intimidations à l'égard des catégories. Voilà ce qu'on peut noter autour des ultimatums. Alors, professeur, dans quel contexte et par qui un ultimatum peut être lancé, s'il vous plaît? Les ultimatums, en principe, pouvaient être lancés de manière formelle par les autorités administratives lorsqu'il s'agit, par exemple, d'inviter les étudiants à une échéance de paiement des frais. Dans ce cadre-là, l'ultimatum peut fixer une échéance pour vous dire que dépasser cette échéance, vous ne pouvez plus payer les frais. Là, on peut parler d'un ultimatum. Et c'est dans un sens positif. Mais de manière globale, entre les agents de même catégorie, entre les étudiants ou entre les membres des communautés, il n'y a pas lieu de procéder par des ultimatums parce que en lançant des ultimatums à l'égard des autres sans dialogue, cela crée à la fois un climat de méfiance, ou je le disais tout à l'heure, de peur, parce que les ultimatums bloquent le dialogue. Lorsqu'on lance un ultimatum, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de dialoguer. La personne intimidée est obligée de se soumettre à la volonté du lanceur d'ultimatum. À cela, l'ultimatum suscite la crainte, l'hostilité, je peux dire même la haine entre groupes sociaux, entre groupes ethniques, entre groupes politiques. Et merci, professeur Bissa, pour ces explications. Je me tourne à présent vers vous, maître Gloire Manissa. Pourquoi certains groupes ou individus choisissent-ils d'utiliser le langage de l'ultimatum plutôt que d'autres formes de communication ou de négociation? Est-ce parce que ce langage est efficace pour faire peur, maître Manissa? Effectivement, comme vous l'avez posé dans votre question, ça vient d'un sentiment ou d'un désir de contrôle absolu. Celui qui l'utilise veut avoir un contrôle absolu de la situation. Et parce qu'il ne peut pas obtenir ça par des voies normales, il recourt à des menaces. Et ça justifie souvent l'utilisation de ces langages-là. Et donc, dans les contextes fragiles comme celui de la République démocratique du Congo, ces langages peuvent aussi traduire l'absence de confiance dans les institutions, comme je le disais tantôt. Un groupe, une classe politique ou un groupe social qui estime que ceux qui ont le pouvoir ne l'exercent pas de manière démocratique procède régulièrement au langage de l'ultimatum pour faire entendre sa voix. Cette perte de confiance aux institutions impose le recours aux moyens radicaux et pour faire attendre. Pour moi, je pense que le langage de l'ultimatum, c'est une illusion de la force. Parce que si la peur provoque une réaction immédiate, en utilisant ça, ça amène à la violence, mais elle détruit les liens sociaux. Elle alimente la haine et bloque toute solution durable. Donc le recours à ces langages, nous l'avons vu à Uvira récemment. Lorsque les communautés locales imposent leur volonté, lancent des intimidations et des ultimatums au gouvernement, la conséquence c'est que toute voie de négociation était impossible. Même le communiqué d'apaisement lancé par les autorités n'a pas été entendu. C'est la violence qui en est suivie. Le dialogue dans ces contextes-là n'est pas possible. Et quel rôle peuvent jouer les médias ou les réseaux sociaux dans la diffusion et la légitimation de ce type de discours, maître Gloire Manissa? Les médias, surtout les réseaux sociaux, jouent un rôle déterminant. Ils peuvent soit freiner, soit amplifier ce genre de discours. Lorsque, par exemple, les médias relaient des messages d'ultimatum sans filtre ou sans recul, ils légitiment ces discours et créent une panique collective. On a vu ça dans Uvira, c'était une situation qui était locale, mais lorsqu'elle a été amplifiée par le média de manière incontrôlée, par certains médias et par les réseaux sociaux, cette crise est partie d'une petite incompréhension locale pour devenir une affaire collective. Et dans ces cas, les médias ou les acteurs, les influenceurs des réseaux sociaux qui amplifient ces messages deviennent des chambres d'écho de la haine. Mais d'un autre côté, je disais en amont qu'ils peuvent aussi jouer un rôle important. C'est que lorsque les médias, les réseaux sociaux sont bien utilisés par ceux qui passent l'information par elles, ils peuvent devenir des outils puissants pour servir à démasquer notamment la haine, à démasquer les messages de violence, à apaiser les tensions, voire à promouvoir la paix. Merci Gloire Manissa. Nous allons écouter maintenant un deuxième extrait de notre sketch, toujours avec nos amis les étudiants. On va voir comment ces langages ultimatum fait monter les tensions au sein du campus. On écoute.
se laisse pas faire. Ah bon? On va pas se laisser Ah faire. bon? Vous voulez la jouer comme ça? Ouais. Ok, maintenant on vous donne seulement 1 heure pour quitter le campus. Pas plus. Fini ce temps, on se chargera de vous foutre Mais dehors. en fait, regarde, tu es fou dans ta tête ou quoi? Regarde, donnez-nous même 1 seconde si vous voulez. Mais on ne bouge pas d'ici. C'est ce qu'on va voir. Inch'Allah, encore 59 minutes. Mouta. Laissons tourner cette histoire. Non, Amani, non. On n'a pas besoin d'un ultimatum pour partir. Mais. Ici, c'est aussi notre université. Non, mais ça reste de partir en vrille. On s'en fout. Que ça parte en vrille. devient sérieux. Écoutez tous, on ne se laisse pas intimider par ces ultimatums bidons là de merde. Non. On doit défendre notre honneur jusqu'au bout. Sale étranger. Tous les étranger. étudiants de votre communauté, vous allez quitter le campus tout de suite. non, Vous allez partir. On est là. Soyons raisonnables, Mbou. On va rester. On a passé notre Malade, examen ce mec. et après on passe la nuit ici tranquille. C'est ça. On s'en reproche Et rien. puis, attends, Amani, tu n'as même pas besoin de te justifier. C'est quoi ça? D'ailleurs, qui vous donne le mandat de nous lancer un ultimatum? Qui vous donne ce mandat? Vous rêvez comme ça et puis vous... ose venir ici, hein, et je te montre ce que j'en pense de tes Ok, menaces. attends, tu vas voir. Ose venir et je te montre ce que j'en pense de tes C'est menaces. ça. Vous allez quitter. On ne se laisse pas intimider par ces ultimatums bidons. On doit défendre notre honneur, menace l'un des étudiants. Michel Bissa, quand on lance un ultimatum, on prévoit immédiatement des conséquences en cas de non-respect. Peut-on donc classer ce langage en tant que dangereux? Oui, justement, nous l'avons dit ici que ces langages sont dangereux parce que, effectivement, lorsqu'on lance un ultimatum, cela veut dire déjà qu'on vient d'ouvrir un conflit latent et qui attend un conflit ouvert. À partir du moment où la personne auprès de qui on a lancé l'ultimatum, si elle n'arrive pas à se mettre en phase, c'est-à-dire à se soumettre à la volonté du bourreau, alors cette personne s'expose à des dangers qui peuvent aller jusqu'à la perte de tous ses biens, à la perte de sa vie, à des menaces corporelles ou même à des opérations ethniques. Des grands massacres, des génocides dans la vie ont commencé par ce genre d'ultimatum. Alors, évidemment, ce qui est vrai est que pour les États à haut risque, là, ce genre de questions méritent des programmes nationaux de construction de la cohésion. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, tout le monde crie pour dire que nous devons faire la lutte contre les discours de haine, nous devons construire la cohésion nationale, mais la vérité est que l'État ne possède pas un plan national de construction de la cohésion. Si ce plan existait, nous le réclamons depuis quelques années, on devrait voir là-dedans d'abord tout un programme de socialisation à la lutte contre les discours de haine et de discrimination. Et dans le cadre de ce plan, le rôle des médias, des églises, des familles, des partis politiques, des entreprises, des universités est majeur. On devrait avoir dans ce programme national la politique nationale de justice distributive. Parce que c'est souvent aussi la pauvreté et la précarité qui conduisent à ce genre d'ultimatum. C'est parce que les gens pensent que la présence des autres détruit l'eau, détruit la terre, occupe nos minéraux, alors ça va conduire à ce genre de choses. Mais si l'État mettait en place un programme de justice distributive, de telle sorte que chaque citoyen peut jouir de la richesse nationale au prorata de sa contribution, ce serait un élément totalement capital. Mais si on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui, ça expose la totalité de la cohésion nationale et du vivre ensemble, parce que l'ultimatum est un discours de haine, est un discours de discrimination, est un discours de menace. Et donc, on menace l'autre à se soumettre à la volonté. Et je suis d'accord avec Maître Edouard Manessa lorsqu'il insiste sur le rétablissement de l'autorité de l'État par la parole juste. L'État doit parler fort, mais juste et dans le respect des communautés. Si l'État lui-même donne déjà l'exemple, alors les journalistes vont utiliser des éléments de langage juste
pour construire le dialogue. Il faut donc une communication de crise transparente, non menaçante, mais ferme. On n'a pas besoin de menacer l'autre par des ultimatums pour lui faire comprendre ce que vous voulez. Nous avons aussi besoin au niveau du pays de renforcer l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Et là encore, nous n'avons pas encore à ce jour initié des programmes communautaires de sensibilisation au danger des discours de haine. À part la radio Okapi avec l'émission C'est le temps qui fait la panique, qui essaye de se battre contre les discours de haine, je ne connais pas d'autres initiatives similaires au niveau de l'État. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait utiliser les écoles, les radios locales, les leaders religieux et coutumiers pour diffuser les menaces, les messages d'unité et de lutte contre les menaces. Nous demandons qu'il y ait la promotion du dialogue communautaire, c'est-à-dire organiser des forums de dialogue intercommunautaire pour écouter les frustrations, les craintes et aussi y répondre. Mais si on ne veut pas écouter les autres, l'exemple tout à l'heure évoqué de Wazalendo dans la ville de Bukavu, comme tout groupe, peuvent exprimer des revendications. Mais ces revendications ne doivent pas passer par des canaux de légitimation, de menaces envers les autres. Merci, professeur Bissa. Je me tourne vers Gloire Manessa. En période de conflit, d'habitude, les ultimatums sont lancés par un État contre un autre État. Pourquoi doit-on prendre au sérieux un ultimatum lancé par un groupe armé contre une communauté ethnique spécifique? Je vais commencer par compléter les profs pour dire que ce genre de discours aggrave les fractures existantes déjà. Lorsqu'une communauté se sent menacée, elle développe un réflexe de défense ou de repli. C'est ce qu'on a entendu l'étudiant répondre. J'ai vu ce message, vous pouvez même réduire ça à 0 seconde, mais nous ne partirons pas, nous allons nous défendre quelque chose. Et le résultat dans ces cas, c'est une méfiance qui s'installe. Les gens qui se regardaient avant comme compatriotes des citoyens, cette fois-ci, ils se regardent plus comme des concitoyens, mais comme des ennemis potentiels. Et dans un pays comme le nôtre, déjà touché par des tensions ethniques, cela peut très vite faire basculer la cohésion sociale. Et pour répondre à votre question, même s'il ne vient pas d'un État, un ultimatum lancé par un groupe armé doit être pris au sérieux parce qu'il porte une menace réelle. Ce genre de discours annonce souvent des actes concrets, des déplacements forcés, des exécutions des populations ou des violences. Si plutôt ça cible une communauté, comme c'est généralement le cas à l'est de notre pays, ça ouvre la voie à des crimes de caractère ethnique, comme des crimes qu'on a déjà connus dans notre pays ici, où des gens sont massacrés ou chassés parce qu'ils sont de telle ethnie, des gens sont privés de tel ou tel autre droit social, parce que tel a appelé à cette catégorie de personnes-là de quitter le territoire ou l'a dit qu'il n'était pas de ce territoire-là. Donc, les langages d'ultimatum lancés par des groupes armés sont vraiment menaçants. Nous avons même vécu ça encore récemment avec le fils de Museveni qui est souvent trop taquin dans ses tweets. Il a dit certaines choses comme des ultimatums lancés, mais par après, nous avons vu des résultats sur le terrain. Il a dit par exemple, il donnait des ultimatums aux Roumains qui appuyaient le FRDC à l'Est. Et il a donné un délai jusqu'en décembre, s'ils ne partent pas, nous allons les capturer. Et nous avons vu par après comment des scènes de capture ont été faites ici, des démonstrations, tout ça. Donc ces langages, comme le prof l'a dit au départ, ce sont des moyens qui sont régulièrement plutôt utilisés dans des cas diplomatiques. Mais lorsqu'on les sort du contexte purement diplomatique pour les utiliser dans une optique de faire peur ou de menacer quelqu'un, ils deviennent très dangereux. Un autre danger dans le cas de notre pays, c'est lorsque l'ultimatum devient un instrument de chantage politique ou communautaire. Et dans ce cas, il alimente la haine au lieu de résoudre le conflit et il rend complexe les efforts qui sont faits pour que la paix revienne. Merci pour ces éclairages, Maître Gloire Manessa. Écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants prennent conscience du danger du recours au langage d'ultimatum et commencent à changer leur manière de communiquer. Suivant. Seigneur! Vous voyez qu'on devait finalement raison.
Ces gars de la communauté de Mbouta, c'est des vrais voyous, des bandits. Regardez ce qu'ils ont fait à notre collègue. Mais c'est vous qui avez tout commencé, c'est vous. Nous, on s'est juste défendu. On a seulement lancé un ultimatum. On n'a touché personne. Mais oui, c'est justement votre langage de l'ultimatum qui a tout gâché. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Annie, expliquez. Et attends, essaie un peu de te mettre à leur place. Papa, si tu faisais partie de notre groupe qui était visé par ces langages de l'ultimatum, tu ne te serais pas senti menacé. Après tout, mais tu veux nous chasser, non? Tu vois? C'est ça en fait, action-réaction. Moi, je voulais juste régler mes comptes avec quelques étudiants de la communauté de Mbouta qui m'ont bloqué pour être élu chef de promo. Voilà pourquoi j'avais pas vraiment prévu que ça allait partir en vrille comme ça. Voilà pourquoi que tu ne peux balancer un ultimatum en tant qu'étudiant contre tout notre groupe. C'est dingue quoi? C'est ça, hein? Mbouy, t'as un souci juste avec quelques mecs et puis tu menaces tout le monde avec ton ultimatum de merde. De merde. J'avais pas prévu que ça parte en vrille comme ça, reconnaît l'un des étudiants qui lançait un ultimatum à ses camarades. Maître Gloire Manessa, y a-t-il un cadre juridique en RDC pour lutter contre ce type de discours extrêmes? Et si oui, comment peut-on s'assurer que les auteurs de ces ultimatums, ces discours de haine, soient traduits en justice? Merci. Oui, la RDC dispose d'un cadre de lutter contre les discours extrémistes, mais également les menaces communautaires et les incitations à la haine. Le code pénal congolais, dans ses dispositions relatives à la sécurité publique, punit les menaces et les appels à la haine ethnique. Et la Constitution elle-même, elle protège la dignité humaine, interdit toute forme de discrimination. Non seulement ça, au niveau international, notre pays a également adhéré à certains instruments juridiques internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte universel relatif aux droits civils et politiques. Tous ces instruments-là condamnent également les recours aux discours extrémistes, aux discours de haine contre. Mais aussi, ces dernières années, plusieurs acteurs en République démocratique du Congo, que ce soit les acteurs étatiques ou non étatiques, ont renforcé leur engagement en matière de prévention des discours de haine, notamment par des programmes de sensibilisation. Et là, on fait une mention particulière effectivement à la MONUSCO, qui est l'un des grands acteurs de sensibilisation contre les discours de haine, l'extrémisme violent et tout ce qu'il y a là-bas. Cette émission, c'est le ton qui fait la panique. Je me souviens encore, il y a presque 3 ans que j'interviens régulièrement, même dans les universités, en partenariat avec Abari et Benevolencia. Ce sont des programmes de sensibilisation à grande échelle qui permettent de sensibiliser. Donc, on doit mettre ça également dans les efforts de lutte parce qu'au-delà des aspects juridiques, il y a également des aspects sociaux par l'éducation. L'éducation, c'est un très grand moyen pour combattre les discours de haine. Mais pour que les lois, j'ai parlé du code pénal et la constitution et puis des termes internationaux, pour que toutes ces lois-là soient efficaces, il faut une volonté politique. Renforcer la volonté politique en interne et surtout la collaboration des citoyens pour dénoncer, documenter, mais également refuser de relayer ce genre de discours. Merci Manessa. Quelle stratégie les leaders communautaires peuvent-ils adopter pour promouvoir un dialogue pacifique et mettre fin au langage des ultimatums, professeur Bissa? Ok, merci beaucoup Madame la journaliste. Je le disais tout à l'heure que la première chose doit venir des programmes officiels des structures, c'est-à-dire les universités, les comités de gestion, les autorités étatiques. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est en train de mettre en place ce qu'ils appellent les comités locaux de sécurité. Il faut choisir entre deux chemins, soit le langage de l'ultimatum qui conduit à la guerre sociale, ou celui du langage du dialogue qui construit la paix. Les étudiants doivent savoir que les mots sont des armes, mais ils peuvent aussi être des portes. À nous de choisir ce que nous voulons, bâtir ensemble en RDC ou détruire ensemble le pays. Et donc, moi, je pense qu'il faut d'abord qu'un groupe, lorsque un groupe armé ou un groupe d'étudiants, quel qu'il soit, lance un ultimatum contre une communauté ciblée, ce n'est pas une simple parole. Il faut considérer cela comme une déclaration de guerre communautaire. Et ça doit être condamné au même titre que toute forme de discours de haine qui vise à stigmatiser, à menacer ou même à expulser les communautés de leur propre territoire. Parce que la conséquence est que ça crée un climat d'insécurité généralisé et donc ça bloque tout le processus de développement
qui peut venir après. Mais aussi, ce genre de discours porte atteinte directe à la cohésion nationale et au vivre ensemble de l'ensemble du pays. Il faut que la violation du droit et des principes fondamentaux, notamment sur le vivre ensemble, soit totalement considérés comme des tentatives de nettoyage communautaire, donc des génocides, et subissent des punitions qu'il faut marcher avec, sinon notre pays risque de continuer à marcher en reculant. Les autorités de toutes les structures de socialisation devraient être canalisées dans le cadre d'un document de politique nationale de cohésion pour fixer les limites, pour éviter les risques d'escalade ethnique ou communautaire, éviter le déplacement forcé des populations, comme M. Edouard Manessa l'a dit, et surtout des brèches dans l'autorité de l'État. Et donc, l'État devrait dire aux gens ce qu'il faut faire ou dire comme piste de solution. Et à mon avis, il faut d'abord refuser collectivement la logique de la paix, et pas gouverner ou imposer votre point de vue en les faisant peur. Ce n'est pas à une ministre de décider qui peut vivre où, dans quel territoire ou ailleurs. Le vivre ensemble est un droit, ce n'est pas une faveur. Il faut que les leaders communautaires, religieux et politiques s'unissent pour dénoncer déjà l'ultimatum public, parce que ça ne touche ni opposition ni majorité, c'est une question du front social uni contre les discours d'exclusion. Et c'est à ce genre de pratique que nous entendons justement nos politiciens. Tous devons réaffirmer les rôles protecteurs de l'État, la lutte contre la propagation des discours de haine. Toutes ces questions-là devraient marcher et devrait faire l'objet, notamment dans les campus universitaires, de séances d'ouverture et de réception de nouveaux étudiants. Dans tous les campus, le ministère de l'Enseignement supérieur oblige au comité de gestion, dès la rentrée académique, d'avoir des séances de pédagogie pour les nouveaux étudiants. Et un des axes de cette pédagogie devrait être le vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine, la lutte contre les discriminations. Donc voilà un peu ce que je peux dire, madame la journaliste. Ce n'est pas seulement une menace contre les communautés, c'est une attaque contre l'unité nationale lorsqu'on fait ce genre d'ultimatum. Et nous devons tous, comme une société organisée, refuser cette logique de terreur. Le langage de l'exclusion ne peut jamais être une solution dans un pays comme le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Michel Bissa. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette émission. Ce que nous retenons de cette discussion, c'est que le langage des ultimatums est dangereux. Il divise, sème la peur et peut conduire à des violences. Mais il est possible de les déconstruire en promouvant un langage de paix, de dialogue et de respect mutuel. Oui, Ronelli, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent blesser, mais aussi guérir. Il est de notre responsabilité collective de refuser les discours qui divisent et de promouvoir ceux qui rassemblent. Nous disons merci à nos invités Michel Bissa-Kiboul et Gloire Manessa pour leur contribution. Merci également à Debs Vita qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ces programmes. C'est le temps qui fait la panique. C'est une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur notre site internet www.radiocapi.net et www.abarirdc.net. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur nos pages Facebook et X. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.